Je vais vous parler du projet donc CRISP, hein, dont le thème est l'apprentissage, l'utilisation de l'apprentissage de l'IA et de la vision par ordinateur pour la reconnaissance et l'analyse fine de gestes sportifs, c'est-à-dire Computer Vision for Sport Performance. Et ça a été le sujet d'un projet région qui se termine là cet été. Donc on va un peu le parcourir ensemble. Le contexte du projet, c'est quoi? C'est un projet c'est important de le dire, qui est multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus informaticiens, traitement du signal, mais il y a aussi des biomécaniciens, hein, donc Julien Morier est biomécanicien, il y a des enseignants purement, hein, des étudiants en sport, donc voilà, il est avant tout multidisciplinaire, soutenu par la région de Nouvelle-Aquitaine. Son but, sa finalité, hein, c'est l'aide à l'apprentissage de pratiques sportives en situation dite écologique. Alors, écologique, c'est un terme qui est dans la pratique du sport qui est utilisé. Hein, ça veut dire, nous, on dirait sans marqueur, c'est-à-dire ne pas gêner le sportif dans sa pratique. Donc, voilà, la vision, c'est la bonne solution pour ça, puisqu'il n'y a pas de marqueur. Et les cibles, hein, c'est les facultés de sport, les associations sportives, les clubs, et à la fois donc amateurs, mais pourquoi pas professionnels, en fonction des outils développés. Donc, ce que nous avons développé au cours de ce projet CRISP, hein, ce sont des outils informatiques utilisant l'IA, l'apprentissage et en vision par ordinateur pour permettre l'acquisition, la reconnaissance et l'analyse fine du geste sportif. Le contexte et le cadre d'études, c'est le tennis de table. Hein. Pourquoi? Parce que la région est un pôle d'excellence dedans. Donc, on avait le soutien de la Ligue Nouvelle-Aquitaine et on avait voilà, un vivier d'étudiants pouvant faire pour nous des exercices, des matchs pour qu'on puisse construire une base de données. Je vais revenir par la suite. Et c'est aussi dans un contexte plus large, peut-être que les Bordelais ont entendu parler, hein, c'est le projet SMART qui est piloté par Julien Morier, je ne sais pas s'il est là, mais voilà, qui est le développement dans les prochaines années d'un centre à la fois de recherche, mais aussi de pédagogie innovante dans le cadre, dans le contexte du sport. Donc, une stack qui serait équipée avec des capteurs intelligents, qui serait multisport et autres. Mais si Julien est là, il en parlera mieux que moi. Voilà, donc c'est tout le contexte de ce projet-là. Donc, les participants à ce projet, donc, c'est mal posé, mais je me suis mis d'abord, comme c'est moi qui le coordonnais. Donc, je suis à La Rochelle Université, du laboratoire MIA. Il y a Génie, du Labri de Bordeaux. Julien Morier, qui est responsable de ce projet, du projet SMART, dont je viens de parler au niveau de l'Université de Bordeaux. Et nos doctorants communs qui a soutenu, donc qui est maintenant postdoc au Max Planck Institute à la Leipzig. Côté Rochelet, il y a Jordan Caland qui est un doctorant que je co-encadre avec Laurent Mascaria, qui travaillera sur un deuxième aspect que je développerai un peu par la suite. Et nous avons aussi notre collègue de Poitiers, du XLM, Benoît Tremblay. Et enfin, n'oublierons pas les enseignants et les utilisateurs. Donc, Alain Coupé qui nous a beaucoup aidé pour construire notre base de données, la faculté des sports de Bordeaux, au STAPS, et des étudiants, des volontaires qui ont participé au cours de leur cursus à nous donner de la vérité terrain. En fait. Voilà, donc la méthodologie, hein, c'est classique, alors qu'on fait de l'IA et de l'apprentissage, hein, il faut des données à noter. Hein, donc, avoir des données, ça veut dire, dans notre cas, c'est pouvoir enregistrer des exercices en situation. Alors, nous avions cette population étudiante qui prend la spécialité tennis de table. Mais voilà, on les a quand même guidés, notamment, ce qu'on cherchera à faire, c'est de reconnaître différents coups. Hein, donc, on leur donnait des séries d'exercices sur le même coup. On a fait aussi quelques matchs, donc là, coup libre. Mais voilà, il y a tout un protocole qu'on avait distribué qui nous a permis de faire la captation. Deuxième point, c'est ces données brutes, il faut les annoter pour pouvoir entraîner nos algos. Hein, et donc, on a fait des ateliers d'annotation participative, crowdsourcing en anglais, par des étudiants du STAPS, des sportifs, des entraîneurs ou des associations. Alors, on l'a fait via une interface web qu'on a développée spécialement pour le projet, hein, où vous avez en fait à la fois le label du coup. Alors, le coup, là encore, en travaillant avec les entraîneurs, hein, a été déterminée une taxonomie de 20 coups de tennis de table, les 20 coups principaux, plus une classe de rejet, dont je parlerai après. Hein, et donc, l'utilisateur, l'annotateur ou l'étudiant va à la fois déterminer le coup, mais il va aussi le segmenter temporellement. C'est-à-dire que si c'est des gains, il va segmenter temporellement où
ces différents coups apparaissent. Donc, c'est tout le sujet de l'interface, pour à la fois faire de la reconnaissance, mais aussi de la segmentation, de la détection temporelle du coup. Ça, c'était à gauche. À droite, c'est un exemple d'atelier. Alors là, c'était avec des entraîneurs de la région. Julien Maury qui est ici. Voilà, on avait fait un atelier, on a eu leur retour. Hein, c'était important aussi parce que voilà, on n'est pas professionnel, enfin, entraîneur dans le tennis de table. Donc voilà, et on s'est rendu compte dans ce que présentait Jenny, c'est la même idée, c'est que ces annotations, même avec des gens du domaine, peuvent être bruitées. Et prendre cette variabilité en compte, c'est un problème actif et actuel, voilà, le bruit sur les annotations. Donc, une fois qu'on a nos données, on a pu développer une base de données qu'on appelait TT-Stroke 21. Hein, c'est un corpus de vidéos annotées qui présente donc 20 classes. Ce sont les 20 coups qui ont émergé de la taxonomie faite par les collègues enseignants en tennis de table, plus donc cette classe de rejection. Voilà, donc ça va être, c'est le corpus vidéo annoté qui va nous servir pour une de nos méthodes en IA que je vais présenter ici, qui est la classification et détection à grain fin des différents types de coups joués. Alors, la particularité de ce contexte et du problème, c'est que, contrairement à des méthodes plus génériques en reconnaissance d'action ou d'activité, on est vraiment à grain fin ici, c'est-à-dire qu'il y a une variabilité interclasse qui est petite et une variabilité intraclasse qui peut être grande. Voilà, donc ça, c'est une difficulté majeure dans tous ces sports voilà, de haut niveau de précision, ce qu'on appelle classification à grain fin, et donc il faut avoir une base de données spécialement annotée pour l'occasion. Donc ça, ce sera la première méthode, une méthode de classification, et je rajouterai de détection, on parlera après. Et à partir de là, une fois que le coup est joué, on va s'intéresser aussi à la pratique du geste, à la performance, et donc à l'analyse cinématique des trajectoires de balles. Alors, balle au sens large, je reviendrai après, hein, mais la balle, ça va du suivi de la balle, mais aussi de la frappe de la raquette, du rebond sur la table. Voilà, donc en gros, il y a eu ces deux thèmes qui ont été abordés en CRISP au cours de 2 thèses. Un qui est encore en cours, c'est l'analyse cinématique, et un qui est terminé. En tout cas, la thèse a été soutenue sur la classification à grain fin. Donc, la classification à grain fin des coups, nous avons développé au cours de la thèse de Pierre-Étienne Martin, avec Jenny et Julien, une méthode pour reconnaître et aussi localiser, par des fenêtres glissantes, les coups de tennis de table sur les 21 classes. Donc, les 20 classes sont des coups effectifs et 1, c'est une classe de rejet. Donc, ça utilise un réseau profond 3D CNN à 2 flux. Alors, un flux avec le cube RGB, en gros la vidéo, RGB, couleur, et un autre flux portant sur l'information de mouvement, donc le flux optique, hein, qui permet d'estimer le mouvement dans les séquences. Voilà. Et c'est aussi greffé dessus un mécanisme d'attention, dont j'ai un peu parlé précédemment, mais voilà, qui se trouve ici, à différentes étapes du réseau. Donc, rapidement à la résultat, pour donner un ordre d'idée, hein, au niveau accuracy, la précision, hein, au niveau de la classification, donc un problème, je répète, à grain fin, on a un bon niveau de classification de 87,3. Alors, ce n'est pas toujours facile de comparer avec d'autres méthodes, puisqu'ils n'utilisent pas les mêmes bases de données, mais sur les méthodes de référence qu'on a étudiées, on a des bons taux de classification. Au niveau de la détection, donc la détection s'effectue par fenêtre glissante, hein, assez classiquement. On a une petite baisse, 72,2, donc c'est correct. Hein. Ça s'explique aussi par le manque de vérité terrain qu'on a. Hein. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, il y a du bruit sur les labels, mais aussi beaucoup de bruit sur les fenêtres temporelles, les frontières temporelles. Et donc voilà, cette incertitude, il faudra avoir une cohorte beaucoup plus importante pour essayer de la quantifier, de faire des stats dessus. Donc je pense que ça explique beaucoup de choses aussi. Et bon, avoir des données, c'est coûteux. Voilà. Donc au niveau de la détection, on a ce genre de performance. Donc il y a à noter l'importance de l'information de mouvement, donc du flux de mouvement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, et l'apport du mécanisme d'attention. Voilà. Donc, un petit exemple, alors ce n'est pas les derniers résultats, mais ça permet d'illustrer un petit peu, sur l'exemple d'application, c'est-à-dire que pendant un match ou une série d'exercices, l'algo va classer dans des classes, parmi les 21 classes, le geste le plus probable, la classe la plus probable. Hein. Donc, quand c'est la vérité terrain, vous avez cette flèche. Et quand la classe où il ne se passe rien, la classe négative, vous avez ici cette flèche. Donc, hein, par exemple, ici, un coup droit offensif, hein, qui est la réalité terrain, la vérité. Là, vous aviez un revers frappé offensif. Voilà. Donc,
Donc, c'est le genre d'interface qu'on a pu développer pour cette application de classification à graphes. Je vais passer maintenant à la deuxième, je ne sais pas au niveau du ton, ça va. La deuxième partie qui est l'analyse cinématique des trajectoires de base. Donc, dans l'idée du projet, une fois qu'on a repéré le type de coup, on va vouloir l'analyser plus finement et notamment extraire des paramètres cinématiques. Donc, les paramètres cinématiques et non images, ça veut dire avoir une information 3D de la scène. Or, le contexte du projet, je n'ai pas insisté dessus au début, mais c'est aussi d'avoir du matériel qui soit utilisable dans des clubs et non pas du matériel extrêmement onéreux. Donc, l'idée de cette partie-là, de ce test, ça va être de pouvoir reconstruire la trajectoire 3D à partir d'une seule vue, d'une seule caméra. Alors, après calibration haute, mais l'idée, c'est que voilà, un entraîneur arrive avec sa caméra, pas deux caméras, stéréo, et on peut extraire des paramètres cinématiques au moment du jeu. Donc, on a développé une méthode pour la reconstruction 3D des trajectoires de balles et extraire les paramètres cinématiques. Alors, les paramètres cinématiques qui nous intéressent pour l'instant, c'est la vitesse tangentielle et la rotation de la balle. Parce que au tennis de table et au tennis tout court, la rotation induit des effets. C'est assez connu. Et donc, pouvoir estimer cette rotation, ça veut dire aussi pouvoir estimer l'effet qui a été donné. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça? C'est qu'on a reparti les équations de la physique de l'objet d'intérêt qui est ici la balle. Et on a résolu les équations de trajectoire de balle en prenant en compte notamment l'effet qui est capital lorsqu'on joue au tennis de table, qui est l'effet Magnus, qui est la force qui est générée par la rotation de la balle dans un fluide, donc ici l'air, qui va créer en fait une force qui va raccourcir ou allonger la trajectoire. Voilà. Donc, ce qu'on a fait là, on l'a fait aussi au niveau du rebond, on ne l'a pas fait que sur la balle, je ne parlerai pas plus que là. Mais se pose aussi la question d'apprentissage. Donc, on a le BODIA, c'est-à-dire que si on veut estimer, entraîner notre réseau pour essayer une estimation de ces paramètres de vitesse et de rotation, il faut avoir une vérité terrain, ce qui n'est pas possible en match. Donc, d'où l'idée de faire une génération d'une scène synthétique pour l'apprentissage du modèle d'apparence, c'est-à-dire dans le domaine image, et puis aussi pour valider les paramètres cinématiques extraits. Donc là, on reproduit la scène en 3D et ça nous permet de générer autant qu'on veut d'images avec des paramètres qui seront connus. Alors par la suite, après, on appliquera ça sur des séquences réelles, mais c'est ce qui nous a servi à l'apprentissage du modèle. Donc, on a utilisé un réseau profond qui permet l'estimation de la profondeur, puisqu'on n'a qu'une caméra, donc on a un domaine image. Donc, on a utilisé un réseau profond pour estimer la profondeur et reconstruire en 3D, ça c'est important, la trajectoire. Donc, un exemple de résultat. Donc là, vous avez la table de ping-pong. Et puis, alors, la vérité terrain, c'est la courbe rouge qu'on a générée. Et l'estimation finale, c'est celle en bleu. Donc, vous voyez, ça se rejoint très bien. Et à partir de là, on peut estimer les paramètres de vitesse tangentielle et de vitesse de rotation. Voilà. Donc ça été pour un coup donné, mais on l'a fait sur plusieurs coups. Et donc, on a une estimation qui est très raisonnable. Notamment, donc, le plus facile, c'est la vitesse de translation. La vitesse de rotation, les résultats sont très acceptables, mais on se confronte à quelque chose de connu en estimation de mouvement, qui est le problème de l'ouverture. C'est-à-dire que si la balle n'a pas de gradient, n'a pas de texture dessus, il y a une ambiguïté sur la rotation. C'est un problème assez classique. Donc voilà, d'où la petite baisse de résultat, mais on est quand même assez content de cette estimation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir inférer l'effet donné à partir de ces paramètres cinématiques simplement. C'est-à-dire que grâce à l'effet Magnus, on va pouvoir, en regardant les courbes, quantifier si c'est un coup plutôt lifté ou un coup plutôt coupé. Alors, comment on fait ça? C'est qu'on considère la trajectoire qui suit la loi parabolique classique, qui serait en fait une trajectoire sans effet Magnus, ça s'appelle une poussette ou un tennis de table. Et on va faire ça versus, donc sans l'effet Magnus, versus la trajectoire simulée ou estimée. Et en fait, le différentiel suivant l'axe de la trajectoire nous donne un effet de la force Magnus qui a été mise sur la balle lorsqu'elle était en rotation. Voilà. Et donc, sur ces trois classes, alors, ce n'est pas le même problème que précédemment, c'est-à-dire que là, on n'est pas à grain fin, on a à trois classes, en gros, effet Magnus positif, négatif,
ou pas d'effet Magnus, on est capable, voilà, rien qu'en regardant les paramètres climatiques, de très bien classer sur ces 3 classes à 93%. Je répète, ce n'est pas le même problème que précédemment, ce n'est pas la même chose. C'était plus pour voir l'intérêt de ce genre de… Voilà. Est-ce que physiquement, voilà, on réussit à prouver par la forme des courbes l'effet qui a été donné à la balle, ce qu'un entraîneur reconnaît immédiatement. Voilà. Donc, ce qu'on fait actuellement, donc on ne s'intéresse pas qu'à la balle, on s'intéresse à tout, à l'interaction aussi joueur-balle. Donc, à ce moment-là, en ce moment, on réinjecte des équations sur l'interface, cette fois-ci, entre la raquette et la balle, hein, pour modéliser les trajectoires après la frappe de balle. Hein, l'idée, c'est d'avoir un continuum entre le service et puis l'échange. Voilà, c'est actuellement trop en cours, hein, la thèse n'est pas terminée, elle se termine l'année prochaine, et on en est là-dessus. Donc, on a déjà fait les modélisations via Blender de la scène synthétique. Maintenant, on va passer sur les séquences réelles. Voilà. Donc, pour conclure, je pense que je suis à peu près dans les temps, hein, sur ce projet CRISP. D'abord, remercier les soutiens sur ce projet, donc la région de Nouvelle-Aquitaine, qui nous a permis, au niveau de l'équipement, d'avoir des caméras rapides de grande vitesse, un couple stéréo, des stations de calcul GPU et des stations de stockage, des NAS, et puis surtout une bourse de thèse qui s'est terminée, la thèse de Pierre-Étienne. On a aussi, je tiens à le mentionner, le soutien de la Fédération de recherche MIRES, qui nous a aidés, notamment au début, via deux projets, pour soutenir cette action. Au niveau de la dissémination du projet, alors on était content de pouvoir mettre un peu de monde dans l'histoire en développant une campagne d'évaluation dans le workshop Méga-Eval et en organisant une tâche avec Génie principalement sur l'analyse de vidéos sportives depuis 2019, donc c'est la 3e année. Il y a de plus en plus d'équipes qui s'inscrivent, donc ça permet d'avoir accès à la base de données qu'on a développée, puis chacun tente avec ses méthodes en IA sur la classification en graphing. Collaboration aussi récente avec l'Université Thomas More en Belgique, et depuis peu, hein, c'est en cours, mais on a une ouverture industrielle avec une start-up bordelaise, une collaboration en cours qui s'appelle la société DeepMove, hein, donc qui vise à développer des applications pour le coaching personnel, la remise en forme personnelle via la vision. Au niveau des perspectives, donc, évidemment, donc les méthodes sont génériques. Si on change, en tout cas pour la partie classique, hein, si on change de type de sport individuel, on peut penser qu'il y aura quand même une grande partie qui sera à garder. Il y aura du réapprentissage à faire, hein, localement des choses à changer, mais évidemment, ça paraît naturel d'étendre ça à d'autres sports individuels. On peut penser au tennis, par exemple. Le transfert des sports collectifs est intéressant aussi, mais se pose la question, est-ce qu'un sport collectif, c'est une somme de sports individuels ou pas, hein, donc, il y a à réfléchir un peu là-dessus, ce que c'est que l'esprit d'équipe, par exemple. Encore au niveau du dessus, hein, c'est l'étude des tactiques de jeu, hein, c'est-à-dire comment un sportif modifie son comportement, sa tactique, en fonction de la réponse de l'adversaire. Tout ça à étudier, c'est exploratoire, mais très intéressant. Et donc tout ça, on espère pouvoir le faire en attendant le projet SMART, qui sera dans les prochaines années un beau terrain de jeu pour tout ça, hein, avec les JO qui arrivent. Ça nous laissera donc pour plusieurs sports la possibilité d'étudier ces différentes perspectives. Voilà, je vous remercie. Donc il y a Eugénie qui est là si elle veut rajouter des choses. Je ne sais pas si Julien peut nous rejoindre, mais sinon, je vous remercie pour votre attention. Merci Renaud. Alors, comme d'habitude, on a un peu de temps pour un échange avec Renaud, Génie et les autres personnes si elles sont là. Alors, moi, j'avais une question sur le flux que vous avez mis pour le flow optique. Parce que donc, je comprends que ça marche bien, mais je me demande pourquoi, enfin, pas pourquoi ça marche, mais pourquoi il faut faire un flux spécial pour le flow optique, parce que normalement, l'information de flow optique, elle est déjà présente dans la vidéo. Donc, on pourrait penser qu'il devrait y avoir moyen d'entraîner un réseau de neurones pour qu'il s'intéresse aux parties qui sont mises en évidence dans le flow optique. Alors, est-ce que la raison d'être de ce flux de flow optique, c'est justement d'attirer l'attention de votre modèle sur le joueur, en fait, parce que essentiellement, ça isole le joueur du fond. C'est une bonne remarque. Effectivement, il y a des débats sur voilà, si on fait tout en main ou pas sur l'utilisation du flow optique. On a montré, justement, on a fait des études de considérer uniquement le flux RGB ou pas. Ça a un apport. Ce n'est pas énorme, mais il y a un réel apport sur le flow optique.
sur l'utilisation du flux optique. Mais c'est pas, voilà, principalement, c'est vrai, c'est dans le flux RGB qui contenu l'information importante. Après, au niveau du flux optique, on a, je ne l'ai pas présenté là, mais on l'a un peu retravaillé aussi. Hein. Il y a des différentes étapes qu'on fait dessus qui, je pense, qui doivent aider un petit peu. Et effectivement, là c'est pareil, je ne le montre pas, mais tout ce qui est mécanisme d'intention, lorsqu'on essaie de visualiser un peu comme ce que je l'ai montré précédemment, on voit qu'effectivement certaines zones sont focalisées sur des zones du mouvement. Donc on peut penser que voilà, l'information. Oui, donc c'est pas le mécanisme d'attention, l'idée est la même, quoi. En gros, c'est de montrer je le dis de manière très simplifiée, mais de montrer au modèle où il doit regarder. Et Ouais. est-ce que par hasard, vous auriez essayé donc, votre système, mais en rajoutant des mouvements parasites derrière? Donc, par exemple, filmer quelqu'un en train de jouer et puis demander à des gens de passer derrière pour voir ce qui se passe. Parce que là, ça marche bien si vous le faites en intérieur et que, mettons, il n'y a pas de public, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de voiture qui passe, etc. Et du coup, la transposition à d'autres sports ou dans d'autres contextes marcherait peut-être plus difficilement. Oui, c'est juste ça. Ouais, Ouais, on a nous filtré pour avons l'instant. fait les tests aussi sur les données open source UCI 101 et c'est un dataset Action Recognition, mais qui est beaucoup plus compliqué dans le sens du fond. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est que dans l'acquisition que nous avons eue, on a beaucoup de parasites de mouvement à cause d'éclairage qui était en fait synchronisé en Alors, quelque sorte avec la caméra. Donc, il y a tous ces mouvements parasites dans le fond qu'il a fallu isoler. Et troisième argument, c'est que dans la communauté multimédia, nous avons beaucoup étudié la fusion des différentes sources. Et donc, si tu veux, je considère la vidéo comme déjà un multisource. D'une part, on a le pixel, on a la couleur, mais d'autre part, on a le mouvement. Et ce n'est pas toujours la même chose. Et donc, quand on accumule les différentes sources, on arrive à augmenter donc, les scores, on arrive à augmenter la robustesse du système. En ce qui concerne les mécanismes de tension, effectivement, comme tu vois, dans chaque branche, on arrive à accentuer les features qui sont utiles pour le processus de reconnaissance, qui sont plus utiles que le reste. Okay. Pour terminer là-dessus, effectivement, un gros problème qu'on a eu sur les conditions d'acquisition, mais c'est le flicker des néons qu'il y a dans les salles de sport. Donc voilà, c'est quelque chose qui est. On fait les vidéos, on s'en rend compte après, et ça, au niveau d'estimation de flux optique, effectivement, c'est embêtant. Il y a aussi, quel que soit l'éclairage, il y a l'effet de l'ombre portée. Sinon, il faut investir beaucoup dans les systèmes d'éclairage, donc ambiant. Tout ça est présent. On a d'ailleurs fait toute une étude des algorithmes de flotte optique, y compris Deep Flow, donc les méthodes par l'intelligence, par les réseaux de neurones. Et finalement, ce qui marche le mieux, ce sont des estimateurs classiques et qui travaillent sur des images préfiltrées par les décompositions cartoon texture. Donc, Ok. Merci pour tous ces commentaires. Voilà. C'est intéressant de voir que bien des années après, on a toujours le même genre de problème quand on fait ce genre de traitement sur des vidéos, en fait.